Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous, le Top Presse. Sécurisation des élections du 23 décembre. Il est le ministre de l'Intérieur. Incendie de la CENI, décès, violence et discrimination dans et autour de la campagne. Nous en parlerons dans cette émission. Le FCC dans la campagne électorale, candidat numéro 13, ERS, candidat numéro 508, Lukunga Kinshasa, HMS. Le Top Presse reçoit ce samedi 15 décembre le ministre de l'Intérieur, Henri Mova-Sakani, invité de l'émission dans sa qualité de membre de l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Monsieur Henri Mova-Sakani, bonjour. Bonjour. Pour vous interviewer aujourd'hui, Eric Ambago, Top Congo FM, Rachel Kitsita, Actualité 30, Actu 30, Thierry Kambundi, Top Congo FM, ainsi que Israël Moutala, 7 sur 7.cd. Monsieur le ministre, un des entrepôts de la CENI brûle. Que s'est-il passé réellement ? Bon, on n'a pas toute l'enquête, on n'a pas tous les rapports, mais les préliminaires nous montrent que il y a eu un incendie dans la nuit du 13 qui a consumé totalement tout le matériel qui était entreposé dans les dépôts de la CENI. On ne peut pas présumer ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé, mais le déroulement montre que ce serait d'origine criminelle. Mais là, on est très prudent pour ne pas trop s'avancer. Il peut s'agir peut-être d'un accident, mais la thèse de l'accident commence à être écartée. Pas parce qu'il y a eu de menaces déjà sur la CENI, mais parce que le feu s'est propagé très rapidement. Et des explosions entendues avant démontrent qu'il s'est passé quelque chose de criminel dans ça. C'est vrai que le processus pose problème à un certain nombre d'acteurs qui ne voudraient pas le voir arriver à son terme. Et on peut penser que le crime profite à certains qui n'en voulaient pas. Et donc, mais on ne s'avance pas trop. L'enquête démontrera les évidences de ce qui s'est déroulé dans cette nuit-là. Donc la thèse criminelle n'est pas 100% celle qui est privilégiée ? Non, c'est la prudence d'un homme objectif qui est aux commandes, qui travaille sur des faits et qui ne devrait pas se laisser aller à des déclarations à l'emporte-pièce. Il y a des obligations de vérité, il faut rendre compte à la population dans toute transparence, sans se risquer à privilégier une thèse. C'est la meilleure façon de faire une enquête. Mais les enquêteurs, la police scientifique et technologique est sur les dossiers, beaucoup d'autres enquêteurs. Le dossier est beaucoup plus complexe, d'ailleurs, sur l'appartenance du site lui-même et les carences dans la protection du site, la présence minimale des agents de sécurité ce jour-là, comme par hasard. Bon, je ne privilégie pas encore la thèse du complot, mais tout le monde pensait qu'il s'est passé quelque chose de répréhensible ce jour-là. Comment vous expliquez que l'entrepôt de la CENI soit dans une parcelle qui appartienne à l'ambassade des États-Unis ? Parce que il y a eu une procédure assez longue entre le gouvernement congolais et la CENI. Nous avons cru, à un moment donné, être détenteurs des titres de propriété d'un certain nombre de sites, dont le bâtiment principal de la CENI. C'est d'ailleurs moi, à l'époque du gouvernement +4, qui avait, au nom du gouvernement, donné les clés à la CIEI, à l'époque, pour montrer l'apport du gouvernement dans le financement des élections. Il s'avérera par la suite que l'affaire était pendante devant les juridictions et que finalement c'est une banque qui avait gagné le procès, que le bâtiment lui appartenait. Donc la CENI a un contentieux de ce côté-là. Mêmement pour les entrepôts, par la suite il s'avérera que le site appartenait après des procès aux États-Unis qui voulaient y ériger son ambassade. Et voilà que pendant les pourparlers, justement avec la CENI, le gouvernement avait restitué le site qui était en partie gardé par les Américains. Et donc, les responsabilités sont plus... C'est pourquoi j'ai dit l'affaire est beaucoup plus complexe. Si vous mettez en connexion avec toutes les menaces qu'il y avait sur l'ambassade américaine, des menaces terroristes venues de l'Est qui voulaient se déployer sur Kinshasa, nous étions déjà en alerte maximale. Voilà, la question est donc beaucoup plus complexe que ne le pensent beaucoup de Congolais, ont d'habitude de trop simplifier. Israël Moutala, 7 sur 7.cd. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez un peu le scepticisme de certains de vos compatriotes
qui estiment qu'ils n'ont pas vu aucune carcasse d'une machine à voter et que cela participe plutôt à de la manipulation. Est-ce que vous avez vu vous-même, vous qui étiez sur le lieu, avez-vous vu des carcasses ou bien tout a été consumé? Je ne me suis pas jeté dans le feu. J'étais là, le feu continuait. Une de vos consoeurs est là, elle était là. Nous ne sommes pas entrés dans le bâtiment pour nous brûler et apporter la preuve fumante entre les mains, voilà, une carcasse. La machine à voter, comme l'ordinateur, c'est du plastique. Quand ça brûle, ça brûle. Et ça brûle sérieusement. C'est même toxique. Nous avons suffoqué. Votre consoeur est à cette table. Donc, je suppose qu'il faut prendre les choses au sérieux. Les gens ont toujours tendance à brocarder quand il y a... Et puis, bon, le soupçon est maximal, systématique. Ça ne fait pas très sérieux qu'on cherche le reste d'un cadavre. Lorsque le feu a pris de 2 heures à... Jusque hier encore, c'était fumant. Et voilà, pour tout questionnement, pour des esprits plus ou moins avisés, je n'ai pas vu de carcasse du plastique qui aurait brûlé. Franchement, on manque à faire, on manque à dire, ou on manque d'arguments. Mais comme on veut trouver la faute dans l'autre, on va chercher n'importe quoi. Ils pouvaient trouver mieux, de toute façon. Il suffit de réfléchir que quand vous brûlez du plastique, ça se consume, c'est complètement calciné. Mais il y a des carcasses de motos, il y a des carcasses... Il y a beaucoup de choses qui ont brûlé. Pourquoi les gens s'intéressent qu'aux machines à voter? C'est vrai qu'il y en avait environ 8000, mais il y avait d'autres biens. Il y a des carcasses de véhicules, il y a des carcasses de bois, il y a des tôles qui ont volé en éclats. Tout ça, ça n'intéresse pas grand monde. On veut voir du saignant avec une machine qui serait en train de dégouliner avec des gouttes de feu. Et ça fait un peu thriller, ça fait sensationnel, et voilà. Vous avez parlé tantôt, vous avez dit que vous privilégiez plus une piste criminelle. Donc, par rapport à ça... Je n'ai pas dit ça exactement. Donc, ça veut dire que vous avez plus ou moins écarté la piste accidentelle. Les enquêteurs. Oui, les enquêteurs. Donc, voilà. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que la promesse faite par le chef de l'État, qui était celle d'avoir des élections apaisées lorsqu'il avait convoqué le dialogue national en novembre 2015, n'a pas été tenue ou il n'a pas pu la respecter parce qu'on n'a pas suffisamment apaisé ou assaini le climat politique? Parce qu'on a basculé dans la violence extrême. Non, il faut arrêter, on n'a pas basculé dans la violence, parlons français. Il y a des incidents... Les deux morts de Lubumbashi... Non, il n'y a pas 2 morts à Lubumbashi, informez-vous. À Kalemi, un mort à Kalemi, un mort à Mbujimaï. Je parle à des journalistes, donc on est dans une dimension sérieuse, donc on n'est pas dans les racontards de médias sociaux. Il y a eu une maman décédée à Kalemi dans un accident de circulation, le jour de l'arrivée d'un candidat à Kalemi. Il n'y a pas eu d'autres morts, sinon des suppositions. Il y a peut-être des morts de maladie, il y a peut-être des malades ces jours-là. Il ne faut pas tout mettre sur le compte de la... Mais pour revenir à votre question, le chef de l'État fait une promesse d'une élection qui se passerait de façon apaisée. La notion est relative. C'est que d'abord, la politique atteint son point culminant lors d'une élection. Les discours qui sont déjà très clivés politiquement montent en effervescence et parfois il y a des dérapages, des gens qui versent carrément dans des discours incendiaires, d'appel à la violence, parce que dans une compétition, tout le monde se donne, met des chances de son côté. Il y en a qui veulent faire un travail psychologique sur l'adversaire en le menaçant. On n'y a pas manqué et c'est arrivé notamment à l'étape de Lubumbashi, principalement. Kalemi, ce n'était pas grand-chose à l'étape de Lubumbashi, où ce qui se passait de façon isolée, d'arrachage d'affiches des concurrents, à de matériels électoraux brûlés, on en est arrivé à des violences qui avaient nécessité l'intervention de la police, qui a perdu un certain nombre de ce matériel, notamment des véhicules, qui coûtent énormément cher pour sécuriser cette élection. Tout compte fait, il ne faut pas exagérer, nous ne sommes pas à Kaboul, nous ne sommes pas au Yémen, où il y a, à l'occasion d'élections, il y a beaucoup plus de morts au Pakistan, beaucoup plus de bagarres, même aux États-Unis, dernièrement, avec Trump, il y a eu beaucoup plus de bagarres. Il y a eu 0 mort. Oui. 0 mort, jusque-là, aucun mort. J'attends de voir. J'attends de voir. Le bilan qu'a avancé l'Association congolaise d'accès à la justice
n'est pas crédible selon vous? C'est pas sérieux, c'est même pas sérieux. On a parlé d'un médecin à Lubumbashi qui a été tué lors de l'affrontement. Il a été touché par une balle, donc c'est pas non, vrai. Quelle balle? N'importe quoi. Donc, les gens racontent n'importe quoi. Je fais le monitoring de tout incident, même le plus mineur qui soit dans cette République. C'est moi qui fais le monitoring. Matin, midi et soir, 3 fois au mois. Et dans mes rapports du soir, je dois constater s'il y a eu un accident, si le moindre mort qu'il y a, surtout en rapport avec la politique, m'est signalé immédiatement. Donc je serai le premier à vous le dire. Je regretterai. Pourquoi l'on cacherait un mort? C'est difficile de cacher un mort. D'ailleurs, c'est une occasion pour en appeler. Hier, à la réunion interinstitutionnelle, nous avons rappelé l'obligation qu'il y a auprès des acteurs politiques de tous bords, de cesser d'en appeler à la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Ce pays est un pays post-conflit. Les élections sont même conçues comme un des éléments, des leviers de la paix dans ce pays. Il faudra aller dans ce sens-là pour en faire de la démocratie une fête. Il faudra les 23 que les gens chantent, dansent, parce qu'ils croient que leurs candidats ont gagné, plutôt que d'être à se taper dessus. On a fait pendant 20 ans. On a peut-être le plus gros nombre de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut arrêter maintenant. Il ne faut pas trouver du plaisir à dire il y a autant de morts. On en invente chaque jour, autant en Bujimaï, autant à Kananga, autant comme si les gens trouvaient du plaisir à faire de la nécrophagie. Quand ils parlent de morts, ils sont contents, ils le bouffent chaque matin. Non, il n'y en a pas eu, malheureusement pour vous. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, vous dites qu'il n'y a pas eu de mort. Vous niez même celle de ce médecin tombé à Lubumbashi, alors que le syndicat national de médecins, une structure officielle, sérieuse, a rendu public un communiqué avec son nom, sa photo et toutes les preuves qu'il est bien décédé parce qu'atteint par une balle à Lubumbashi. Non, il suffisait de m'écouter pour comprendre ce dont je parle. Je nie pas l'évidence d'une mort. On peut l'établir à tout moment. Mais c'est le rapport qui est fait entre l'arrivée d'un candidat aux élections présidentielles à Lubumbashi et des échauffourées, me dit Israël, qu'il y aurait 2 camps qui se seraient battus et dans cette guerre, quelqu'un serait mort. C'est ce que j'ai nie, c'est pas vrai. Des morts, il y en a. Ce matin, il y a certainement des malades qui sont morts, il y en aura encore demain. Nous parlons bien du médecin qui est tombé sous le coup d'une balle à l'arrivée de Martin Fayulu à Lubumbashi. Non. Et personne n'a été tué par balle à Lubumbashi. Voilà. Et on peut passer à autre chose. Que dire alors Non, monsieur le ministre, nous avons besoin d'éclaircissement. Que dire alors du communiqué du SINAMED qui affirme clairement que son médecin est bien décédé parce qu'atteint par une balle à l'arrivée de Martin Fayulu à Lubumbashi? Non, mais allons-y alors, parce que vous voulez parler de ça. Est-ce que le communiqué vous dit où était-il? Que faisait-il? Pourquoi il a été visé par une balle? A-t-il été touché par hasard? Était-il dans son jardin en train de soigner dans sa salle d'opération? Était-il militant? Était-il combattant en train de brûler quelque chose qui aurait amené la police à tirer? Alors allez-y, parce que vous voulez être curieux. Posez d'abord ces questions au syndicat en question pour que l'on voit de quoi il s'agit. Moi, je vous donne les informations que je reçois et c'est des bonnes sources. Vous dites qu'il y a eu affrontement entre 2 camps. Je ne l'ai pas dit, je reprenais la question d'Israël qui a parlé de 2 camps. J'ai dit justement, les gens de l'opposition ont commencé bien avant l'arrivée de leurs candidats à brûler les effigies, les matériels électoraux d'autres candidats. Donc, on a créé une situation de violence, une situation de crise, ce qui a nécessité l'intervention de la police avec du matériel non létal. Les vidéos, même de l'opposition, le montrent. Le gars qui a dormi dans la voiture, le candidat, on l'a vu se réveiller et il était à côté de Satembo, buvant, chantant, dansant. Et le monde entier parle des morts. Il y a que vous qui dites qu'il n'y a pas eu mort à Lubumbashi. Les premiers qui auraient dû regretter ces morts-là, si ces morts étaient si proches d'eux, auraient été les dirigeants de l'opposition qui se sont retrouvés chez un des leurs, quelques minutes après avoir dormi, en train de boire. Alors, je crois quoi? Ces images qu'ils ont publiées eux-mêmes ou bien les communiqués qui auraient fait état de... alors, parce que vous avez besoin de preuves, ce n'est pas à l'accuser d'en produire. Montre-moi l'orifice par lequel est entrée la balle, par où elle est sortie, montre-moi une photo.
On en tiendra compte. Il est possible que je manque d'informations, mais si j'en ai, je me corrigerai pour dire, ah oui, c'est dans telle condition. J'exige immédiatement, quand il y a mort d'homme, immédiatement la justice est saisie du dossier et une enquête est initiée immédiatement. Donc s'il y a mort d'homme, c'est regrettable, c'est à condamner, c'est à suivre. Je ne vois pas un médecin sortant avec sa blouse de sa salle d'opération, brandissant une arme pour se faire tirer dessus. Non, mais c'est regrettable. Je veux revenir sur la sécurisation des élections, mais vous êtes montré très prudent par rapport à ce qui s'est passé ici, l'incendie de l'un des entrepôts de la CENI. Ce n'est pas le cas du porte-parole du gouvernement qui, lors d'une conférence de presse, a carrément, même sans les citer, indexé un camp politique sans même attendre les conclusions de l'enquête. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre la pression sur la justice, sur les enquêteurs? Vous savez, c'est simple. La réponse à cette question est classique. L'espace de parole d'un ministre de l'Intérieur est très limité. Il doit peser ses mots. Il ne dit pas n'importe quoi. Le contraire du porte-parole du gouvernement qui parle au nom du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a un espace de parole très limité. Mais comment vous expliquez C'est classique, ça. Comment vous expliquez alors la sortie médiatique du ministre, du porte-parole qui parle au nom du gouvernement? Qu'a-t-il dit exactement? Parce que je ne suis pas toutes ces déclarations. Il a cité tous les messages pratiquement d'un camp, sans citer ce camp, mais on a compris qu'il s'agit de la Mouka qui porte la candidature. Voilà donc un homme rigoureux, qui est méticuleux, qui va chercher dans les détails. Il voit l'avant, le pendant et l'après. C'est-à-dire, à qui profite le crime, qui a dit quoi, qui a fait quoi, parce qu'on sait souvent les gens, quand ils veulent faire des choses, parfois ils en parlent, ainsi de suite. Voilà quelqu'un qui a prolongé son enquête. Revenons sur l'enquête policière, elle, je vous en ai donné la quintessence dans mes propos. Je parlais de l'enquête policière. Si vous voulez bien, sur la sécurisation des élections, un camp politique particulièrement se plaint du fait qu'il est victime à chaque fois de tout ce qu'on a déploré ici autour de cette table. C'est le camp de Martin Fayoulou, dont l'activité électorale a été dispersée à Lubumbashi, à Kalemi. Il a été empêché d'atteindre Kolwezi et ça s'est poursuivi par la suite, contrairement au candidat du FCC qui lui mène tranquillement sa campagne de premier début. On est sur Top Congo là. C'est sérieux ici, c'est pas sur WhatsApp. Vous prenez au sérieux, vraiment, chers compatriotes, qu'on soit là à dire « Je voulais aller à Kolwezi, mais on m'a enjoint d'aller à Goma ». Vous prenez ça au sérieux, journaliste, vraiment. Non, n'allons pas si bas. Il y a des spécialistes ici qui fomentent des incidents pour faire le buzz. Il y a des spécialistes, ils n'avaient rien à dire, me semble-t-il, à Lubumbashi. Là, vous m'obligez à parler, non plus en tant que ministre de l'Intérieur seulement, mais en tant que politique aussi. On connaît la stratégie, ils n'avaient rien à dire. Le Katanga est quand même un réservoir important de voix. Un candidat sérieux ne pourrait pas le quitter sans avoir à s'adresser. Ils étaient dans la logique de la négation d'élection. Ils étaient dans la logique de brûler d'abord, ils l'ont dit, un de leurs porte-parole, dont vous parlez de M. Mende, un de leurs porte-parole, citant, avait parlé déjà de brûler les machines à voter, ainsi de suite. Et le gars, d'abord, il dort. Hein, on annonce d'ailleurs qu'il est mort. Vous vous souvenez, sur WhatsApp, on a dit qu'il était déjà mort. Et puis, il n'est pas mort. Quand Bazaïba parle, il ouvre curieusement, il rappelle dans la litanie qui disait les gens qu'il fallait informer le pape, l'ONU. Non, elle cite tout, sauf qu'elle oublie le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est lui qui le rappelle, c'est alors qu'on a vu qu'il était ressuscité. Son meeting a été dispersé, c'est un fait. Non, il n'y a même pas meeting. Si vous connaissez la ville de Lubumbashi, on est aux abords de l'aéroport. C'est là qu'il y a des incidents. Le meeting est prévu de l'autre côté de la... Il ne l'atteint même pas. On le retrouve en train de boire chez Kyungu. Voilà la vérité. Mais quand vous posez des questions en allant prendre vos sources sur WhatsApp, soyez complet. Constatez aussi qu'il y a un autre camp qui se plaint de beaucoup d'actes de vandalisme. Et le camp qui a connu le plus de vandalisme, c'est le camp du pouvoir, et non pas le camp de l'opposition. Alors, soyons corrects, soyons neutres, soyons objectifs. Vous condamnez d'un côté, condamnez de l'autre. S'il y a des gens qui ont été victimes dans le camp de l'opposition, c'est condamnable aujourd'hui, mais je suis bien placé pour le dire. La sécurisation
nécessite des moyens neutres, obligation pour le ministre de l'Intérieur et la police de rester dans la neutralité pour garantir à tous une bonne fin d'élection. Le chef de l'État s'est effectivement engagé à ça et nous y travaillons. Nous avons un plan rigoureux de sécurisation. Hier, à la réunion interinstitutionnelle, on est revenu là-dessus. Il est question de faire intervenir même l'armée sur le point chaud afin de ne pas attendre que la police soit débordée pour qu'elle intervienne. Vous savez qu'il y a une partie de notre pays qui est encore dans l'instabilité suite à la persistance des mouvements de rébellion. Et donc, nous voulons sécuriser. On aurait dû être applaudi. Hein. Vous vous imaginez, il y a un chef de l'État qui, peut-être dans une semaine, ne le sera plus. Et voici qu'il continue à tenir le gouvernail pour faire aboutir un processus. Beaucoup de gens ont pensé qu'avec l'incendie de l'entrepôt de la CENI, le gouvernement allait déclarer que les élections étaient reportées. Et tout cas, on ne l'a pas dit. Alors, on va chercher à trouver des carcasses ou des cadavres dans les décombres. Rachel Kitsita, Actu 30. Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, si une partie de l'entrepôt de la CENI, située dans un périmètre aussi sécurisé, part en fumée, quel sera le résultat, le sort du 23 décembre, le jour du vote? Quid de la sécurisation dans tous les bureaux de vote à travers la République démocratique du Congo? Malgré l'incendie, vous êtes en sécurité. On s'est retrouvés aujourd'hui. On est en train de faire l'émission. Kinshasa ne brûle pas. C'est un acte qui a été constaté, dont les résultats nous seront connus après le dépôt des résultats de l'enquête. Il n'est donc pas question d'en déduire que si ça arrive à la CENI, le syllogisme facile consiste à dire qu'adviendrait-il à l'arbre sec si l'arbre humide peut déjà brûler comme ça. Non, c'est une réflexion trop facile. Justement, ça a été un déclic pour intensifier et accomplir des mesures supplémentaires de sécurisation. Depuis lors, il n'y a pas quelque chose d'autre qui a brûlé. Je parle peut-être trop vite, il y aura peut-être un malheur demain ou après-demain, on dira oui, il avait promis on promet de garantir la sécurité. Mais on n'est jamais dans l'absolu. Un jour, un malheur est arrivé. L'essentiel, c'est d'avoir de la capacité à rebondir, à répartir du bon pied. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. À une semaine, on croise les doigts que le processus aboutisse. Qu'est-ce qui se passera dans les bureaux de vote? Parce qu'il faut prendre ça très au sérieux quand l'entrepôt de la CENI brûle. Peut-être c'est un signal fort, un message qui vous est lancé. Rien. En matière de sécurité, on va toujours à l'extrême. Nous essayons de prendre les mesures les plus rigoureuses pour que tout se passe bien. C'est la fête de la souveraineté populaire. Il faut que le peuple s'exprime en toute liberté. Il ne faudra pas qu'il y ait des contraintes pour inciter les gens à voter dans un sens et dans un autre. J'ai au moins la joie d'apprendre que ceux qui rechignaient, qui promettaient de faire des actes de vandalisme, se sont résolus finalement à être de bons citoyens, à être plus ou moins civilisés, à aller allègrement, la fleur au fusil, lors des scrutins du 23 décembre. Donc c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils tiendront parole. Mais qu'advienne, quoi qu'il arrive, s'ils ne tiennent pas parole, en tout cas, la police tiendra la sienne, celle de garantir la sécurité à l'expression libre de comportements électoraux des citoyens congolais. En tant que patron de la sécurité, comment vous expliquez ces attaques des différents candidats dans les coins de la République Vous y revenez. Alors, faisons la comptabilité. De la population, par exemple, de la population qui attaque certains candidats, que ça soit de l'opposition, que ça soit de la majorité. Est-ce que cela n'en Est-ce que nous pouvons parler des faits? De quoi vous avez suivi? Vous avez suivi qu'il y a des candidats qui ont été caillassés, hués par la population pendant la campagne électorale. Ça, ce sont des faits, vrais. Ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas sur Facebook. Ça, ce sont des faits. Au moins, vous parlez des caillassages. Ce n'est plus des morts. Ce n'est plus des médecins tués à bout portant. Et les Congolais ont des expressions à bout portant. Il y en a qui vont dire de moi à bout touchant. Tués de sang-froid. Non, c'est n'importe quoi. Je répète, la psychologie sociale renseigne qu'en moment des compétitions, les ardeurs, les énergies sont à leur pic. Et il y a comme une obligation de survivre politiquement et les gens convoquent toutes leurs forces pour pouvoir
s'en sortir. C'est un moment d'effervescence particulière. La politique est déjà clivante, parce que c'est des camps idéologiquement opposés qui s'affrontent. Et quand arrive le moment de la finale, la clameur publique se transforme en désengagement des rues. La politique devient presque physique. Et les physiques, vous voyez des gens en train de marcher, en train de scander des slogans, en train de vouloir en découdre. Et malheureusement, ça s'engage comme une guerre psychologique. Et dans la guerre psychologique, les gens veulent se faire peur. S'ils constatent que leurs paroles ne suffisent pas pour impressionner l'adversaire, ils passent à des actes objectifs, des violences. À ce moment-là, ça se traduit par des incivilités dont vous parliez, notamment des huées, des gens qui conspuent les autres, qui n'acceptent pas de s'écouter. C'est aussi la faible épaisseur de notre culture démocratique. Le Congo n'a voté que lorsque vous étiez déjà adulte. Donc tout ce temps qu'on a enseigné la science politique à l'université, nous n'avions jamais nous-mêmes voté. Et donc cela nous rattrape. Mais c'est des douleurs de l'enfantement, d'une démocratie assez douloureuse qui provient d'une situation de guerre. Lorsque les autres pays africains votaient, nous, on en était encore à chanter à la gloire d'un maréchal. Voici que maintenant, nous sommes parmi les derniers à pouvoir voter, rien à faire. Il y a des écarts de comportement qui sont tels que... Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on peut faire le monitoring de tous ces actes de dérapage et constater que sur l'essentiel, tout avance. On ne peut pas avoir 100% de satisfaction. Il y a toujours des moments regrettables. Incendie par-ci, caillassage par-là, peut-être mort aussi. Mais encore une fois, quand j'ai fait la comparaison avec d'autres pays qui pourtant ne sont pas en situation de guerre, il y a des vraies calamités. Les jours d'élection, il y a beaucoup plus de morts. Et même pendant le scrutin, mais même après. Même lors de la proclamation des résultats, il y a des pays qui connaissent beaucoup plus de problèmes. Notre pays, d'ailleurs, dans les 2 derniers cycles, a connu beaucoup plus de problèmes les jours des scrutins et les jours de... Et bon, l'expérience aidant, nous prendrons des mesures nécessaires. J'ai un nouveau déploiement de policiers à faire cette semaine. On s'affaire à ça pour pouvoir garantir la sécurité aux Congolais, pas seulement au moment des scrutins, mais... dans leur vie, parce que même ceux qui ne vont pas au scrutin ont droit à la sécurité. Donc on ne va pas concentrer toute l'énergie de la nation à un seul jour, parce que malgré l'importance du renouvellement de la classe politique, du personnel politique, il ne faut pas créer l'inanition de la nation pour le simple besoin de voir se passer ces élections. Mais nous avons pris ces engagements. Vous savez, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal, parce que c'est un grand défi que ce pays ait décidé de financer par lui-même, ses propres moyens, ses élections. Il faut démontrer qu'elles seront chaotiques pour arriver à l'autre démonstration de l'insuffisance des Africains, des Noirs, des Congolais, à pouvoir se prendre en charge. Mais nous croisons le doigt que ça se passe bien et ça sera un challenge de gagner en prouvant qu'on peut s'organiser soi-même sans qu'il y ait intervention de l'extérieur pour avoir de bonnes élections. C'est 80 000 bureaux de vote le 23 décembre. C'est vrai que ce n'est pas le principal, vous le dites, le 23 décembre. Combien de policiers par bureau de vote? Vous en aurez selon la loi. 160 000 selon la loi, c'est 160 000 policiers au total. Vous êtes bon en arithmétique, effectivement. Et pour le reste, on continue en sachant que il est des traditions de fermer les frontières, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui constate qu'elles sont effectivement fermées, donc la sécurisation maximale, c'est pourquoi j'en appellerai à la rescousse de l'armée pour pouvoir aider sur des points chauds à tenir, à faire des opérations de police pour aider la police classique à s'en sortir de bon pied. Eric Ambago, Top Congo FM. Henri Mova, pourquoi l'avion de Fayoulou n'a pas pu atterrir à Kindu, au Maniema? J'en sais rien. Tiens, il y a des choses qui me dépassent. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Justement, sauf que la gestion des avions, ça se passe chez le ministre des Transports. Qu'à cela ne tienne, vous devez être mieux informé pour savoir qu'il devait aller à Kindu. Mais il y a des gars qui changent des programmes en cours de route. Vous savez, les politiques sont des très grands stratèges. La politique est peut-être la continuation de la guerre par d'autres moyens. Même des déviations, lorsqu'on est en période d'échec,
on cherche à la justifier en faisant porter le chapeau à l'autre camp. On change pas une Mais le gars destination. peut ne pas avoir du carburant, le gars peut avoir à changer il n'a rien à dire ou qu'il n'a pas réussi une mobilisation. J'ai réfléchi à haute voix. On change pas n'importe quand une destination quand on est dans un avion, monsieur le ministre. Il était dans l'avion, il a changé de destination. Finalement, cet avion, c'est mieux qu'un Mirage Non, ou un Sukhoi. il allait à Kindu, mais il n'a pas pu atterrir à Kindu. Et il a atterri où? Il a dû rentrer à Goma. Vous croyez? C'est quel avion qui a une autonomie de fuel, de comment? Il faut faire attention. Nous avons un correspondant sur place qui a confirmé qu'il était à Goma. La faiblesse du mensonge, c'est qu'il y a toujours un point d'incohérence. Il suffit de bien réfléchir. C'est pourquoi les crimes parfaits n'existent pas. Il suffit de bien réfléchir, de faire toute la procédure dans l'explication. Vous avez vu quand il dormait, à un moment donné, il s'est trompé, il y a Kyungu qui rit à côté, et puis lui-même s'est réveillé pour parler de conseils. Alors donc aujourd'hui, le poteau rose a été découvert. Aujourd'hui, il peut aller à Kindu sans problème, à Kolwezi il peut sans problème. Il peut même aller aux États-Unis. Voilà. Donc il n'y a pas de restriction. Mais pourquoi il lui serait interdit d'aller à Kindu et à Kolwezi? C'est vrai qu'à Kolwezi, il y a du cobalt, mais je ne pense pas qu'il aille pour détrousser les miniers de Kolwezi. C'est vrai qu'à Kindu, il y a peut-être l'université de M. Matata, mais je ne pense pas qu'il aille là pour la détruire. Donc, soyons sérieux. C'est un peu parce que vous ne voulez pas que soit démystifié le symbole du régime Kabila, par exemple. Oui, vous dites la présence de l'opposition à Kindu ou dans le Grand Katanga, ça risque de démystifier le régime Kabila. Est-ce que vous savez... Non, Kabila chez lui, c'est où? C'est à Kindu? C'est au Grand Katanga. Les mêmes difficultés. Mais pourquoi vous parlez de Kindu? Même difficulté. Kindu, c'est la ville, la province de la maman du président. Grand Katanga, c'est la province du président. Curieux, c'est toujours dans les deux provinces. Est-ce qu'on peut se relever un peu? Là, on est en train de baisser, là. Non, mais ce sont des lieux où l'opposition peut battre campagne. On sent que l'opposition a des difficultés à battre campagne là-bas. Alors, quelle est votre question? Ma question, c'est pourquoi l'opposition n'a pas de possibilité de se déployer correctement dans le Grand Katanga et dans le Kindu? Je peux vous répondre et la réponse m'engagera. Je vous ai convié à un exercice simple de réfléchir sur ce que disent les gens de l'opposition. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, vous avez l'impression d'avoir affaire à des anges, et quand c'est des gens du régime, vous avez du pouvoir, vous avez l'impression d'avoir affaire à des démons? Cette façon de faire n'aide pas à la réflexion. Mais le gars peut avoir menti. C'est une hypothèse. Il peut n'avoir pas voulu aller là-bas. Une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse, parce qu'il a déjà menti 2 ou 3 fois. Il peut être en train de s'enfoncer dans le mensonge. Il n'est pas vrai de dire qu'à Kindu, semble-t-il, le fief du chef de l'État, parce que sa maman serait de là. Ces enjambées ne me mettent pas à l'aise pour pouvoir discuter convenablement. Alors, que dirait-on si quelqu'un décidait d'aller à Manono? Oui, ce genre de réflexion, c'est qu'elles sont courtes, dans la mesure où Kyungu est quasi du même village que le chef de l'État, mais n'est pas avec lui. Donc, vous voyez que toute votre architecture tombe de ce fait-là. Lorsque vous le dites... Avançons. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens de Kindu qui sont opposés à ce régime? On a par contre appris, ou on a eu à diffuser des déclarations des ressortissants, des leaders de Kindu, du Maniema, dire on ne veut pas de l'opposition au Maniema. Des leaders de la majorité et du FCC. Et du FCC, je vous convie à être en politique, vous entendrez, il y a des gens, vous passez, vous faites saluer, vous saluez des gens dans la rue, ils vous disent, ah oui, nous ici on ne veut pas, ici chez nous c'est tel. J'ai entendu des gens chanter dans le camp Luka, ici c'est... Il y a des gens qui ont chanté, heureusement pour moi parfois, pour dire Bayebela, de ce côté c'est Mova. Et ça, vous prenez ça comme parole d'évangile. Il est donc décrété qu'au jour d'aujourd'hui et à tous ceux que ces lettres verront, il est interdit à un opposant de fouler le sol de Kindu. Soyons sérieux. Donc Félix Tshisekedi, je vous dirais, vous savez, je comprends. J'ai fait votre métier aussi, je comprends. Vous voulez du croustillant. Une campagne trop fade, morne, où il n'y a pas des petites choses à mettre sous la dent, ça ne plaît pas. Alors, vous voulez retrouver, monsieur... D'abord, on l'a interdit d'aller à Kindu.
Très bien, vous comptez le point, vous me mettez au stylo rouge. Puis, de Lubumbashi, il doit aller à Kolwezi. Ça dure moins de 40 minutes. Sauf que le gars se retrouve à Goma. Avec des pilotes étrangers qui peuvent changer de direction en plein vol. Il est en train d'aller à Kolwezi à 20 minutes. Et puis, il se retrouve à Goma. Et là, il se retrouve là en train de boire. Et il annule toutes ces descentes sur l'ancien Katanga. Parce que, semble-t-il, c'est la province du chef. Sauf que vous vous souvenez, vous êtes assez méticuleux pour dire « Ah, mais il n'est pas vraiment du Katanga, sa maman est quand même de Kindu. » Donc, on interdit Kindu. Il peut aller chez Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas, à Guémena. Il peut aller à Mbandaka. Là, ce n'est pas interdit. Il peut aller à Bunia. Il peut aller... Soyons sérieux. Non, la question c'était simple. Vous le prenez trop au sérieux. Pourquoi il peut dépliquer partout, mais il y a des problèmes simplement dans la province. C'est quand même assez curieux. Soyez détendus quand les politiques vous parlent. Parfois, ils s'amusent. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez dit 160 000 policiers pour sécuriser, alors qu'on n'a pas plus de 135 000 policiers environ dans le pays. Vous n'en savez rien. Moi, je connais les effectifs. Selon les experts qui suivent de près la situation sécuritaire en alors, RDC, vous les consultez après 135 000 policiers. Vous les consultez après l'émission pour dire on a été avec le chef de la police qui nous a dit autre chose. Alors, comment expliquer que dans certains coins du pays, notamment dans certains coins de Lubero, de Walikale, ce sont les groupes armés qui sécurisent les bureaux de vote? Il n'y a d'abord pas de bureau de vote. Vous en avez vu, vous? Non, en 2011, il y avait des groupes armés qui sécurisaient les bureaux de vote. Il faut préciser. Moi, je pensais que vous parliez de maintenant. Allons-y. Vous voulez de l'histoire 2011? Oui. Allez-y maintenant. Oui, je dis, comment expliquer? Vous dites 135 000. 135 000, c'est insuffisant parce que dans certains coins du pays, ce sont les groupes armés qui sécurisent les bureaux de vote. Est-ce que il peut vous arriver de croire que c'est faux, ce que vous avez dit? Il peut vous arriver de croire que c'est faux, ce que vous avez dit? Non. Vous croyez que c'est vrai, ce que vous avez dit? Je me renseigne. Oui, renseignez-vous, c'est pas vrai. Voilà. Monsieur Henri Mova, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe étaient à Beni. Ils essaient de se rendre à Butembo. Les services de sécurité qui sont sous votre tutelle leur ont annoncé que la route n'était pas à conseiller et qu'ils ne pouvaient pas, eux, les accompagner. Ah, bonne nouvelle. Ils coopèrent maintenant avec les services de renseignement. Bonne nouvelle. Donc, on a tellement passé le temps à diaboliser les renseignements, donc on peut chercher les renseignements. Une fois encore, la réponse est la même, mais cette fois-ci, je vais quand même l'étoffer. Nous sommes dans une zone opérationnelle qui ne dépend d'ailleurs plus du ministère de l'Intérieur. La zone opérationnelle signifie que c'est un front militaire, pour dire simplement les choses. Et donc, il y a des déplacements assez difficiles. N'oubliez pas que dans cette zone, et hier on a planché longuement sur cette question, il est signalé des cas d'Ebola. Ils peuvent avoir une autre raison. Mais comme les politiques sont des matamors, ils ne veulent pas montrer qu'ils peuvent avoir peur, ils peuvent inventer une version plus ou moins potable, courageuse. Voilà, des vaillants combattants qui voulaient aller en découdre avec Butembo. Mais en dernière minute, on leur a dit attention, il y a des coupeurs de route en face. On aurait dû venir, mes chers amis de Butembo. Ça sera pour la prochaine occasion. C'est digne d'un scénario de film. Le storytelling politique, parfois, il passe par là. Hein. Pour revenir à la question de Éric Ambago, oui. Il n'y a aucun lieu, aucune destination interdite à aucun candidat? J'espère qu'on va parler d'FCC à un moment donné. On y arrive, mais okay, juste un engagement. Revenons au ministre. Juste une précision, avant de parler du FCC. Y a-t-il des interdictions posées à certains candidats sur des destinations ou c'est la réponse la plus simple. Ou sur l'utilisation d'avions? Il n'y a pas de gardien de but, les buts sont vides, on peut marquer en disant non. Il n'y a aucune restriction des candidats. D'ailleurs, aucune restriction, même administrative, de faire un meeting sur la place publique, chanter, danser. On en a vu d'ailleurs. Hein, les politiques en trouvent là une bonne occasion de danser. Et il y en a qui ont dansé, qui ont chanté. Il y en a qui ont pris des gardes du corps pour les mettre debout, de chanter un peu. Ben, ça vaut quand même $100 000 de caution. Ben, bientôt, le 23, ça sera fini.
Voilà, c'est aussi ça la fête. C'est un peu une sorte de kermesse, une effervescence politique, on s'organise en parade, tout. C'est dont on a souvent rêvé, on l'a parce qu'on est candidat à ceci, à cela, et puis bon, les gens vont cesser de chanter pour nous dès le lundi 24. Et puis ce sera la Noël, et puis la bonne année. C'est pas exactement le lundi 24, c'est à peu près autour du 14 janvier, lors de la publication des résultats définitifs. Là aussi, on va danser, tant mieux. Voilà. Heureux le peuple qui chante et qui danse. On commence par le numéro 13 ou par le numéro 508? On commence par le numéro 13. ERS. Tout part de là. Emmanuel sauf Ramazani que quand vous faites 5 plus 0 plus 8, le 508, vous avez 13. Donc en parlant du 13, vous parlez du 508 en même temps. Emmanuel Ramazani Chadari, je parle maintenant, nous parlons, au chef de l'équipe de la sécurisation de ces élections. Oui. Pour le FCC. On sécurise plus le FCC ou plus le... Non, mais vous avez vu, on a passé beaucoup de temps à parler de sécurisation du processus électoral. Donc, l'aspect appendicitaire qui va nous rester, nous parlerons de FCC, malheureusement pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas mélange des genres entre le ministre de l'Intérieur et le chef de... C'est exactement ce que vous avez fait. Moi, je suis venu pour parler de FCC. Non. Est-ce qu'il n'y a pas mélange des genres? Est-ce qu'il n'y a pas double... Est-ce qu'il n'y a pas conflit de compétences? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, sauf que moi, je sais faire la différence entre mes activités politiques et les obligations d'État. C'est même pour ça que je n'ai pas accompagné le camarade Emmanuel Ramazani Chadari dans sa campagne, parce que j'ai des obligations d'État ici ou ailleurs. D'ailleurs, vous voyez que moi, je vais plutôt à Kamina, dans un camp militaire, pour sortir mes policiers, plutôt que d'aller sur le champ de bataille de la campagne politique. Donc, il y a ces obligations-là, et il faut savoir, c'est partagé. Et malheureusement pour moi, c'est la marge, la petite marge qui me reste, qui est consacrée à la politique. Le gros du temps est consommé dans les activités d'État. N'eût-il pas été mieux que ce ne soit pas vous, à ce poste-là? Lequel? De chef de l'équipe de sécurisation FCC. Non, c'est tant mieux, parce que sans faire acte de délit d'initié, on a un peu plus d'informations, donc on peut savoir les menaces qui planent sur le processus, et donc le processus aussi profite du fait que je sois politique et que je peux glaner des informations dans ce domaine-là, et je peux le mixer avec d'autres informations du domaine public pour pouvoir sécuriser. L'essentiel, c'est le résultat. Si la sécurité pendant du processus électoral est de mieux en mieux, c'est tant mieux pour tout le monde, pour la démocratie. Il faut que cette histoire qui s'écrit avec un grand H, que nous allons vivre, et je crois qu'il y a des générations qui nous envieront de voir, pour la première fois, un chef d'État qui a été élu par 2 fois, au suffrage universel. Je me dis toujours, je pose la question à des aînés, qu'est-ce qui s'était passé ces jeudis 30 juin là? Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Nous aussi, on expliquera un jour qu'on était là, le 23 décembre. Un chef d'État a rendu son tablier, un autre l'a pris, la République n'en est pas morte, on a continué. C'est formidable. Mais il y en a qui veulent gâcher cette fête-là. Israël Moutala. Monsieur le ministre, bon, nous allons parler du candidat Mouva. Vous êtes maintenant à fond dans la campagne pour Emmanuel Ramazani Chadari, mais il vous en a coûté quand même quelque chose, parce que vous étiez vous-même pressenti comme potentiel dauphin. Alors, comment est-ce que cette mue... Merci pour la nouvelle, je n'étais pas au courant, il fallait me faire signe. Comment s'est faite cette mue voilà. Comment vous avez encaissé d'abord que ce ne soit pas vous, et pour trouver de l'énergie pour battre campagne pour Emmanuel Ramazani Chadari? Non, d'abord, je n'étais pas candidat. Vous dites qu'on était pressenti. Le pressentiment était chez qui? Le pressentiment, c'est peut-être dans le chef des camarades qui ont fait des propositions. Vous savez, c'est parti d'une procédure de consultation multiples des différents cercles politiques pour arriver à la désignation du camarade Emmanuel Ramazani, qui est notre candidat aujourd'hui et que nous portons. C'est vrai qu'on a entendu ici ou là, on a lu des gens qui donnaient des listes sur lesquelles parfois figurait mon nom. Mais je ne rêvais pas, je suis assez lucide, je suis un analyste politique de longue date, et donc je savais que j'avais pas beaucoup de chance d'être celui qui allait passer devant. J'en connais les raisons. D'accord, mais parce que il y avait... Mais j'ai trouvé assez d'énergie, disiez-vous, pour pouvoir faire la campagne, parce que notre camp doit gagner.
Vous savez, je symbolise une chose. Ce matin, j'ai perdu un ami, un compagnon de lutte en la personne de l'ancien ministre Babi Mbaye. Ça me rappelle que nous fûmes 13, le 22 mai 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila nous avait choisi dans le premier gouvernement. Et je suis peut-être malheureusement pour moi le dernier des Mohicans. Et donc, si je continue, c'est tant mieux. Et donc, je tiens à ce que mon groupe gagne pour que cette aventure que nous avions commencée avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et d'autres camarades puisse continuer. Et donc, je symbolise un peu cette continuité et j'ai hâte de voir gagner un compagnon de lutte, Emmanuel Chadari, avec qui j'ai partagé même mes années d'université. Nous avons été voisins, collègues à l'université déjà. Mais pourquoi continuer ? Vous continuez, c'est de la continuité, c'est de la rupture, parce que les Congolais, une partie des Congolais estiment que vous avez... Je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je parle de continuité de notre système tel qu'il est venu pour changer les choses dans ce pays. Sans y arriver. Et il y a... faisons de la comptabilité, c'est plus simple, hein, parce que tout le monde sait comparer. Pour la première fois dans ce pays, nous parlons d'élection présidentielle, d'un président qui part, d'un président qui laisse son mandat, d'un président qui a été élu au suffrage universel. C'est notre système qui l'a mis en place. Pour la première fois, dans ce pays, on a eu une longue période de croissance, et la croissance la plus forte, c'est ce régime qui l'a fait. Pour la première fois dans ce pays, on a eu la plus longue période de taux d'inflation très bas, c'est notre système qui l'a fait. Pour la première fois, il y a eu autant d'investissements dans les infrastructures et dans le social du Congolais, c'est ce régime qui l'a fait. Mais comme les gens n'ont pas tous les moyens pour pouvoir comparer, on a fait ce débat à minima, sans la rigueur des scientifiques, pour constater que même en 1960, en 1996, vous savez, il y a un collègue, je vous ai amené une copie d'un livre qui sort bientôt, d'un collègue, professeur d'université, pour faire la comparaison, qu'un huissier touchait l'équivalent du prix de la moitié d'un œuf en 1996. Ça, les gens ont oublié. Parce que les douleurs du passé, les temps jouant son rôle modérateur, les gens ont tendance à oublier. Vous savez qu'un licencié qui était engagé comme un attaché de bureau de 2e classe, dans l'administration, touchait 0,78 $ par mois. Et qu'un professeur d'université touchait l'équivalent de 2 $ en 1996. Ça, les gens ont oublié. C'est ce régime qui, pour la première fois, a dit on va aller à 50 $, on va aller à 500, on va aller à 2000, les fameux 2000 $ dont on nous parlait. Il paraît que c'était ça, les taux de l'UNESCO. Nous sommes tous devenus profs en pensant à ces montants-là. Pour la première fois dans ce pays, un régime a payé 2000 $ à un professeur d'université, ce fut le nôtre. Donc quand vous faites vos comparaisons là, c'est la mauvaise période où tout le monde est créateur de contenu, tout le monde est devenu journaliste, produit, même ses calculs. On en a vu d'ailleurs, une fois c'était un journaliste, quand le chef de l'État parlait du salaire de fonctionnaire, j'aurais passé, je crois c'est au Capi, quelque chose comme ça, pour dire, ah oui, c'est tirer une balle dans le pied, il ne fallait pas prendre cet exemple-là, c'est pas vrai, patati, patati. Bon. Nous qui savons la vérité, nous savons d'où nous venons, la situation était dramatique, cher ami. Vous savez, ce qu'on appelle l'inflation à 4 chiffres. Pas seulement pour atteindre 1000, parce que c'est aussi 4 chiffres, mais 9000%. Et l'inflation qui était quotidienne. Pas une inflation, vous voyez, le mois prochain. Non, non. Par jour, on avait 4 prix qui étaient affichés dans la journée sur un même produit. Bon, les jeunes gens qui n'ont pas vu ça, ou les anciens qui ont oublié, ne savent même pas tous les efforts qui ont été consentis. C'est ça le drame. On le reconnaîtra plus tard. On parlera d'un Kabila comme un très grand chef d'État africain, longtemps après. Parce qu'il y en a qui ont honte de le lui dire, ça donnera l'impression qu'on est en train de le glorifier trop et tout. Mais un jour, dans votre fort intérieur, dans vos mémoires, je suis convaincu, vous le direz. Le programme du FCC, c'est 86 milliards de dollars sur 5 ans à peu près. Alors que lors de la mandature passée, Matata avait
prévu de mobiliser 47 milliards de dollars. Il n'y est pas arrivé. Il a mobilisé près de la moitié. Comment vous dites? Là, vous parlez du budget. Du budget, de l'État. Non, non, c'est pas ça, justement. Un programme n'est pas contenu dans le budget. C'est vrai, parce que je sais. Mais Matata, il avait dit justement pour financer le projet, la révolution de la modernité, il avait besoin de 47 milliards de dollars qu'il n'avait pas su mobiliser. Parce que, parlant d'autres projets de vos concurrents, vous avez dit que c'était des attrapes-nigo. Mais quand vous dites que vous allez mobiliser 86 milliards, plus ou moins pour votre programme électoral, n'est-ce pas là aussi un attrape-nigo Non, parce qu'il y a de la rigueur dans la confection de notre programme par rapport à ceux qui, d'abord, la plupart, ils n'ont pas été aux affaires. Ça ne savent rien de la gestion de l'État. Il y en a qui vont apprendre comment on écrit un arrêté, est-ce qu'un arrêté est plus important qu'un décret et tout. Il y en a qui vont le faire. Les 800 milliards, par exemple, de Tiani, parfois, c'est pour rigoler. Enfin, je reviens à ceux qui semblent être dans les normes discutables. Nous avons l'équipe la plus fournie en intelligence dans la planification. Et si vous savez dans combien de mains est passé ce programme pour qu'il soit lu là-bas, vous serez étonné. On va convoquer les meilleures intelligences qu'il y a dans ce pays. La rigueur dans l'élaboration jusqu'au financement du programme, ça devrait faire d'ailleurs plus de débat pour ceux qui sont rigoureux. Mais bon, comme les programmes souffrent souvent d'être oubliés, les gens en sont aux accoutrements, qui a dit quoi, qui a dormi plus longtemps, qui a été empêché d'aller à Kindu. Ouais, le temps qu'on a passé, on pouvait passer à expliquer les 4 axes de Ramazani Shadari sur l'État congolais à réformer et à des profondes réformes nécessaires pour galvaniser la gouvernance afin que la paix s'établissant, le reste soit possible, pour faire la diversification de notre économie, la consolidation de tous les acquis pour qu'on reparte du bon pied. Sur la lutte Sans vous contre couper, la pauvreté. souvent on a toujours dit que vous avez de très bonnes intentions, mais vous manquez des ressorts moraux pour les mettre en œuvre. Est-ce que cette fois-ci le FCC a-t-il les ressorts moraux justement pour mettre en œuvre absolument pour mettre en œuvre son projet? Le problème c'est que vous avez la révolution de la modernité, c'était bon, les 5 chantiers, c'était bon, mais vous n'y êtes pas arrivé, on a dit, c'est parce que vous avez un déficit moral au sein de la majorité présidentielle. Corruption, détournement, impunité. Malheureusement, vous vous contentez d'être photographe, soyez aussi vidéaste. Ça vous permet d'être en mouvement, de voir que la dynamique continue. Quand on dit 5 chantiers, c'est pas dire à la clôture du mandat, on a fini de construire les routes. Un pays qui a fini de construire les routes, c'est fini, il est en déclin. C'était par rapport à vos propres prévisions. Ça veut dire que vous avez dit qu'on va construire tel nombre de routes. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas arrivé. C'est ce qui s'est fait. C'est la prévision. C'est ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train de continuer. On aura encore besoin d'autant d'hôpitaux parce que les Congolais ont encore des enfants, on sera encore un peu plus nombreux, on a besoin d'un peu plus de routes. Et d'ailleurs, j'aurais dû présenter mon programme il y a deux jours pour montrer, moi, mes penchants dans le programme du camarade Emmanuel Shadari, sur quoi moi je m'engageais. Et par exemple, j'ai moi une option sur les voies de circulation des surfaces qui sont le moins coûteuses, notamment la voie ferroviaire. Pour des grands espaces comme le Congo, il faut absolument une option dans le ferroviaire. Les réseaux doivent être intensifiés, il est moins cher, il est plus important. Et sur le plan de la géopolitique, si on a dit de l'Europe de l'Est qu'elle était le cœur du système mondial, c'est grâce au chemin de fer. Mais aussi, la nature nous a gâtés avec les voies d'eau. Nous aurions dû exploiter... Vous savez, nous sommes la seule ville au monde à tourner le dos à un fleuve. Nous souffrons d'embouteillages ici, de pollution, alors que si nous avions utilisé le fleuve, on ferait 2, 4, 5 minutes pour arriver à l'aéroport, alors qu'on perd à 2 heures dans les embouteillages, parce qu'on a atteint un tel pic. Vous pouvez augmenter l'offre, même de voies de circulation, même des véhicules, vous n'avez pas résolu le problème d'embouteillage. Une ville de 14 millions, ça ne peut pas se contenter d'un seul mode de transport. Il faut du train, et beaucoup de gens pouvaient être transportés chaque jour en train. Et si vous y ajoutez de bateaux, on aura allégé de 60% les difficultés de circulation dans Kinshasa, par exemple. Donc,
la question du ressort moral. Non, c'est pas ça. J'ai banalisé ça parce que je sais que vous-même, vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas diaboliser tout un camp comme si le fait d'être dans ce régime, on passait un test de manque de moralité pour y entrer. C'est pourquoi j'ai banalisé. Je sais que vous ne le pensez pas. On ne peut pas penser que dans le camp de l'opposition qui est que de malfrats et qu'en face, il y ait peut-être des très très bons ou qu'il y ait d'un côté des imposteurs et de l'autre des bien-pensants. Non. Ce qu'il y a à considérer, c'est que on a connu un certain nombre de difficultés pour n'avoir pas atteint le 100% des prévisions, ce qui est naturel dans l'œuvre humaine, qui n'est jamais parfaite. Donc, les efforts étaient là. Le président a donc sollicité un deuxième mandat pour faire la révolution de la modernité. Des efforts réels ont été menés. Vous savez, à l'époque, pour tourner un clip, on allait à Paris. Aujourd'hui, des jeunes Congolais tournent des clips ici parce que le décor a changé. Ça s'est sensiblement amélioré. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir qu'il fait moins sombre, qu'il y a des bâtiments qu'on a connus ailleurs, qu'on a aussi ici. C'est pas suffisant. Ce pays a un tel potentiel qu'il devrait faire plus. C'est l'ambition du camarade Emmanuel Shadari, qui est le plus capé, le plus compétent de tous les candidats. Je sais de quoi je parle. Ce gars, je l'ai connu à l'université, c'est parmi les meilleurs étudiants que j'ai connus. Je l'ai connu comme gouverneur de province, connu comme député. Il a commencé beaucoup plus bas. Vous n'avez qu'à lire son dernier livre où il montre sa connaissance de toutes les trames de la puissance publique. Ça fera un très bon président parce qu'il connaît de la base au sommet de l'architecture de la puissance publique. Moi, je crois que de tous les candidats, c'est celui qui a la plus grosse expérience et très diversifiée, en tout domaine d'ailleurs. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Mova, nous avons amorcé la dernière semaine de la campagne. La question se pose au candidat 508, qui lui a démarré sa campagne électorale pratiquement un mois avant tout le monde, à travers des affiches. Si. Dites seulement que j'ai commencé ma campagne le jour de ma naissance parce que je me suis arrangé pour être sur la bonne voie pour être un jour candidat. J'ai vu, parce que j'habite Lukunga, je travaille à Lukunga. Très bien. J'ai vu sur mon passage de tous les jours des affiches un mois avant le début officiel de la campagne électorale du candidat Mova avec son numéro de campagne et comme indication, votez pour moi. Pour un membre du gouvernement, ministre de l'Intérieur. Ne m'obligez pas à penser que vous mentez, je ne saurais même pas le dire. Je voudrais seulement les preuves sont là, monsieur utiliser Mova. une litote. Je peux vous citer des endroits où il y avait vos affiches un mois avant, ici à Delvaux, sur la Loue, à Kintambo Magasin. Un mois avant, il y avait votre panneau. Henri Mova, votez Mova, candidat numéro 508. Non. Un mois avant le début officiel de la campagne. Je vous disais que le crime parfait n'existait pas, comme le mensonge parfait n'existe pas. Vous avez certainement vu un jour, il était écrit sur un camion 508. Je parle des banderoles. Non. Je parle d'affiches. Voilà, je ne parle pas des camions. Ok. Sur une banderole, vous avez vu l'Ikofi à Kabila. 508. Non. Votez Henri Mova. J'ai commencé par 508, vous avez nié. J'ajoute un autre élément. C'est comme ça qu'on m'appelle dans mon quartier. C'est comme ça que les jeunes gens m'appellent. Et comme tout le monde, lorsqu'il y a un concert, on fait une banderole pour dire « Ah, mon konzina biso ». Jamais. On vous appelait 508 avant le début de la campagne? Non, parce que justement, 508 est mon numéro officiel affiché par la CENI. Oui, mais est-ce que vous aviez le droit de l'afficher un mois avant la campagne électorale? Je vous parle des faits, monsieur. Non, afficher le numéro qui est affiché par la CENI. Alors, commencez par condamner la CENI. Pourquoi elle a donné un numéro avant? Non, numéro de campagne et l'appel à voter pour le candidat. Non, c'est là que vous avez... C'est de ça que je parle. Alors, vous allez m'obliger à dire le mot, mais je n'ose pas le dire. Je préfère être dans l'euphémisme en disant... Dans ce crime, ce n'est pas parfait parce que vous ajoutez le mot « appeler à voter ». Personne n'a jamais appelé à voter. Vous savez que je suis le guichet du gouvernement en matière d'élection. Donc c'est lui qui manie le mieux la loi électorale, c'est moi. Je ne peux pas me tromper. Ça serait une erreur d'amateur. Je fais du teasing parce que je suis aussi expert en communication. Mais lorsqu'on écrit sur une banderole... Je fais très attention. Je peux vous en faire la démonstration. Chaque jour, ça a été un pan, un segment, jusqu'à ce que le jour de la campagne, c'est devenu une réalité. Il y a mieux. Vous aurez pu trouver mieux. Lorsqu'on dit... Sur l'écran géant à Kintambo Magasin, effectivement, il
il y a eu un jour, la veille de la campagne, mon visage et le numéro 508. Ça ne disait encore rien. Avec mention Touloukonga derrière. Non, vous ajoutez pourquoi? Je vous parle de ce que j'ai vu, monsieur. Non, alors, il faut chercher un ophtalmologue. En tout cas, j'ai vu. Et je ne suis pas le seul à le voir parce que beaucoup d'auditeurs ont appelé. Être nombreux, mais souffrant de la même maladie. Pour dire la même chose. Vous pouviez être sur le répondeur de Top Congo. Vous pouviez être nombreux, mais souffrant de la même maladie. Ce n'est pas exclu. En tout cas... Voici ce que je vous explique et c'est des faits. J'ai fait ce travail de façon méticuleuse. Regardez l'équipe qui m'entoure. C'est des pros de la communication. C'est des pros de la communication. J'en ai sollicité d'autres autour de cette table qui ne sont pas venus, mais j'ai été chercher du lourd. Prenez-moi très au sérieux quand je vous parle. J'ai essayé d'être le plus proche possible de la loi et je l'ai respecté. Parfois, vous avez vu mon visage sans rien. Pas interdit. Vous aussi, vous pouvez sortir aujourd'hui, mettre un panneau où vous mettez 203. Ça peut signifier que quand vous serez assez riche, vous fabriquerez une voiture qui aura le numéro 203. Comme il y a eu la Peugeot 504. Mais il y a eu la Peugeot 508. Puis mon visage est apparu. Puis le jour du vote, le jour du démarrage officiel de la campagne, on a dit. D'autres ont, vous êtes gentils, vous n'avez pas évoqué le travail qui passait sur Télé 50, où j'en appelais à construire le programme avec la population. Vous vous souvenez? C'est ça que les Sensa, non pas Sensa, c'est ça que il y a des gens on m'a dit, ils ont été contactés par ça pour dire ça c'est une campagne. Alors que des candidats présidents présentaient leur programme, moi je suis venu dire je suis candidat, ce qui était déjà officiel. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon programme? Parce que j'ai une vision, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ce message qui est passé. Je n'ai jamais commencé la campagne avant. Donc, quand on veut noyer son chien, comme on dit... En tout cas, je n'ai aucun intérêt à vous noyer. Et je voudrais vous rassurer... Non, vous m'accusez de rage. Je voudrais vous rassurer que je n'ai pas un problème de vue et que les auditeurs qui ont vu la même chose que moi n'en ont pas. Mais je passe. Non, je vous dis la vérité. On peut vérifier, c'est vérifiable. Tout ça, je peux donner la maison qui a affiché sur l'écran géant de Kitambo. Je peux vous montrer les différentes banderoles des jeunes gens qui sont là depuis 3 ans, depuis que j'ai dirigé le PPRD. Il y en a qui disaient Kofi Kabila, il y en a qui montraient Mokonzi Nabiso, un grand prêtre. Nous sommes dans une société où les éloges, la litanie d'éloges est notre lot quotidien. Donc, arrêtez de fantasmer sur ça. Je ne peux pas commettre de telles erreurs, je vous jure. Monsieur Mova, je reviens à la candidature, à la campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, dont le programme, et vous l'avez dit, est passé par les plus grandes intelligences de ce pays. Ouais. Est-ce que ce programme s'inscrit plutôt dans la rupture par rapport au régime Kabila, comme le soutient Jean-Lucien Boussa, cadre du FCC, ou dans la continuité du régime Kabila? Que dites-vous, lorsqu'une porte est entrouverte, est-elle ouverte ou elle est fermée? Elle est ouverte. Voilà. Donc, il y a des aspects de continuité. Il y a un travail formidable qui a été réalisé. Je vous en ai présenté une dimension. Il y a des aspects qui demandent à être bonifiés. Il y a des aspects qui demandent à être consolidés parce que ce que nous avons fait n'est pas parfait. Ce serait une grosse erreur de ne pas avoir de l'élan. D'ailleurs, c'est basique. Autant on assume les bilans, autant on se projette dans l'élan. Chacun choisit son côté. Il y en a qui veulent le côté beurré de la tartine. Ils disent c'est en rupture totale. Il y en a qui sont plus classiques, plus conservateurs comme nous. Nous pensons qu'il y a une démarche qui a commencé dans la révolution de M. Laurent Désiré Kabila et qui continue. Il y a des séquences différentes. On ne sort pas bien de la même manière selon les saisons. On s'adapte. Chaque saison porte ses fruits. Chaque période politique va apporter son mordant, sa particularité. Shadari n'est pas Kabila, mais Shadari s'inscrit dans une longue histoire de collaboration avec Kabila et c'est une équipe qui a forgé ce travail. Rupture dans le sens où le programme est d'obédience plurielle, élaboré par plusieurs provinces idéologiques. Vous savez, le FCC, c'est autant de gens venant des différentes contrées idéologiques
Et donc, pour avoir un programme minimum, on renonce à un certain nombre de choses. Et il y en a qui estiment que la colonne vertébrale est restée la même s'il y a des ajouts. À vous de prendre. Voulez-vous voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Vous êtes libre. Ma dernière question revient au candidat 508 qui se déploie véritablement dans tout le Conga en inaugurant des ponts, des fontaines d'eau, en allant distribuer des biens dans des orphelinats, des hommes des vieillards. C'est tout ce qu'on reproche au fait aux candidats députés nationaux qui offrent des dons à leurs potentiels électeurs, alors que ce n'est pas forcément cela le travail, ce qu'il fallait mener comme travail en période de campagne. Donc vous vous inscrivez derrière ceux qui donnent pour qu'on vote pour eux. Tiens, vous êtes opiniâtre. Il fallait être un peu plus méticuleux et vous auriez constaté que le candidat Henri Movasakani, candidat de la Lukonga, n'a fait aucun don à quiconque. Sauf que si vous suivez bien les reportages, vous allez constater qu'il y a une structure qui fait le boulot. Et je m'agrippe à cette structure, au travail de cette structure. Qui les fait. Oui, j'en profite. Comme j'aurais. C'est de la communication, M. Mova. Tant mieux. Vous vous cachez derrière la fondation voilà, vous avez oublié de le dire. Merci de vous rappeler. Puisque ces gens-là vont que vous avez oublié l'élément. Vous avez oublié l'élément. Je vais m'expliquer. Vous avez oublié l'élément essentiel de votre question. Pourquoi une fondation fait un certain nombre d'œuvres? Vous aurez pu me poser la question sur un centre de recherche que j'anime, qui réfléchit sur la politique. Le Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales. Je publie des revues scientifiques, je peux en profiter. Ça étoffe peut-être l'image d'un politique. Vous pouviez aussi parler de l'Académie africaine de formation politique. J'anime énormément de structures. Vous pouvez dire, ah oui, votre équipe de football vous soutient, parce que j'ai une équipe de football. Je joue avec mes collègues depuis l'enfance, on continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de structures qui m'apportent leur appui. Il y en a certaines qui ont reçu de mes apports pour agir bien avant. Lorsqu'on construit l'école gratuite, je ne vais pas faire sa publicité à Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui, quand la Fondation le fait, nous sommes en 2014. En fait, la Fondation Kawen, il faut que j'explique, parce que ça c'est un peu de l'émotion pour moi, c'est que le 8 mars 2013, je perds ma mère. Elle s'appelle justement Kawen, comme ma fille aînée. Et donc, ses petits-fils et ses arrière-petits-fils décident de continuer ce qu'ils croyaient être l'œuvre de leur grand-mère, la matrone, comme ils disaient, pour qu'elle continue. Dans le don de soi, une chrétienne assidue et tout. Je vois d'ailleurs enterrée avec l'uniforme de maman qui servait à l'église. Et donc, ces jeunes gens s'engagent avec leurs maigres moyens pour essayer de faire l'une ou l'autre chose. On les aide. Ils font une école primaire gratuite pour les enfants défavorisés. Personne n'en parle. Ils font un forage d'eau à plus de 70 mètres à Malueka. Personne n'en parle. On n'est pas en campagne électorale. Je suis là, je suis montré en photo. Ça n'intéresse pas grand monde. Les jours où il y a campagne électorale et qu'il y a des besoins, mon équipe de campagne descend sur le terrain pour dire, interroger les gens, qu'est-ce qu'ils veulent, que veut le peuple. C'est ça la question d'un politique. On est dans un milieu, dans le ciblage, la segmentation de ma campagne, je vais savoir qui fait quoi, qui veut quoi. Et j'interroge les capacités de la fondation, est-ce que vous pouvez faire l'une ou l'autre chose? Ah, on a notre programme et tout. Je vais m'agripper à ça, comme vous pouvez me voir dans un match de foot. S'il y a victoire des Léopards, ce n'est pas moi qui gagne. Mais vous allez dire, ah oui, vous en avez profité parce que les Léopards ont gagné. Ben oui, messieurs, j'ai le droit d'être supporter des Léopards ou de V-Club, si V-Club avait gagné la coupe, j'aurais brandi, j'aurais mis une grosse affiche, Mova salue la victoire de... n'allez pas me priver de mes droits parce que je suis politique. Et donc, mon université, vous avez vu des universitaires soutenir Chadari, parce que c'est notre collègue. Nous avons étudié ensemble, il est notre collègue à l'université, nous enseignons la science politique à l'université de Kinshasa. Donc, on ne va quand même pas bouder notre plaisir d'exister, bon Dieu. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que vous ne voyez pas dans le geste ce qu'il y a d'excellent?
que des gens en Boadi aient passé plus de 15 ans sans eau, qu'on leur mette de l'eau potable, quels que soient les résultats. Je ne suis pas sûr à 100% que je serai élu. Si je ne le suis pas, je vais arracher les pompes, je vais arracher les gens profiteront de cette eau, les gens profiteront des soins médicaux. Vous savez, qu'est-ce qu'on découvre en faisant cette campagne? Énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Et si on peut, un temps soit peu, contribuer à soulager la douleur de l'autre. Moi, je suis de la lignée humaniste. Quand vous entendez parler de Ubuntu, la philosophie humaniste africaine, c'est ça ma préoccupation. C'est pas tant de faire la politique pour la politique. Pour moi, la politique a un objectif. Faire le bonheur des Congolais. Le pouvoir, le parti, ce ne sont que des moyens que nous utilisons pour atteindre cet objectif. Donc, ne brocardez pas une œuvre aussi exaltante, ne crachez pas sur quelque chose de si noble. Ça touche au nom de ma mère, ça touche à un engagement qui est très intime, très, très difficile. Je sais parfois combien on doit se saigner à quatre pour arriver à monter tel ou tel autre projet. Je connais des projets qui souffrent, qui ne vont pas se terminer. Non, ne me ramenez pas au niveau assez... ne me ravalez pas au niveau aussi vil des politiques qui achèteraient de voix. Non, je l'aurais fait comme tout le monde. Il y a des gens qui jettent de l'argent et tout. On ne me verrait jamais faire ça. J'essaie d'être dans une dynamique sociale avec des structures. Il n'y a pas que là. Il y a des soutiens qui me viennent de l'église, il y a des soutiens qui me viennent des scouts, parce que je suis chrétien, il ne faut pas quand même combattre mon église, il ne faut pas combattre mon équipe de foot, mon équipe de boxe, mon équipe de karaté, mon équipe de judo. S'ils viennent dire, ah oui, mais le gars là, il a des compétences, il peut aider cette nation, c'est tant mieux. Vous auriez dû applaudir en principe. Rachel Kitsita, Actu 30. Candidat numéro 508, circonscription de Lukunga, belle photo d'affiche, certainement prise par un photographe professionnel. Mais sur l'affiche, pas d'indication sur le parti politique, le regroupement politique, le candidat à la présidentielle que vous soutenez. Henri Mofasakani, vous n'avez pas encore tout vu alors. Il y a la photo du camarade Emmanuel Ramazani Shadari sur mes banderoles. Les banderoles et les photos d'affiche, pourquoi? Une banderole est une affiche. Les photos. Oui, il y a 2 photos, oui. Il faut bien regarder. Toutes les photos J'en ai vu pas toutes. À la hauteur de la maison Schengen. Vous êtes suffisamment informé que vous n'avez pas le dimensionnement de la même manière de toutes les photos qui arrivent. Il y a des affiches de forme rectangulaire. Là, on peut mettre 2 photos. Il faut se présenter aussi. Lui, il jouit d'une notoriété plus étoffée. Il est candidat à président de la République. Moi, je viens en dérivé, plus ou moins minoré du fait que mon champ d'action est plus limité. Non, je vous vois venir. En fait, dites-le crânement. Non, dites-le avec tout le cran qu'il faut. Je ne soutiens pas assez Ramazani Shadari, c'est ça? Vous êtes de ceux qui ont pensé que je serais un peu dans la ligne de ça. Parce qu'au sein de votre formation politique, nous avons aussi des informateurs. Il y a aussi de ceux-là qui se plaignent et qui disent qu'au sein du PPRD, il y a des clivages de pro-Ramazani Shadari, pro-Mova, pro-Baminakou, pro-Matata Pogno. Alors, changez d'informateur. Prenez-moi à votre service, je pourrais vous aider. Il n'y a personne, je le dis très sérieusement, qui soit aussi proche d'Emmanuel Ramazani Shadari dans la classe politique que moi. Nous avons partagé nos années d'université, même chambre du campus universitaire. Ça date de très, très longtemps. J'ai vu même des gens qui se sont amusés à publier plein de vieilles photos. C'est pas toujours très belle, mais bon. C'est ça aussi l'histoire. Donc, oubliez ça. Il y a des gens qui veulent un peu, pour vous donner du croustillant, des tontons qui se flinguent, ça fait bien pour la presse, pour la une des journaux, n'est-ce pas? Non, on est loin de ça. Moi, je connais trop le processus, je connais notre stratégie, je connais ce qui est en train de se faire. Et nous savons que nous avons pris l'engagement tous que celui qui viendrait après Kabila aurait notre soutien à tous. Mais attendez, il faut être vraiment, soit
plein de malveillance, soit un très mauvais stratège pour préférer que ça soit quelqu'un d'autre que Ramazani Shadari. Mais faux, au non? moins, les visuels que vous utilisez, J'aurais au Henri, moins la on va chance concéder d'avoir au moins connu... cela ne montre pas à suffisance. Vous le pensez, oui, mais les visuels, sur le plan pratique, ce que nous voyons, ce n'est pas un soutien à 100%. Il n'y a aucun visuel. Le jour du meeting du FCC au stade Tata Raphaël, tout le monde, pratiquement, la grande majorité était habillée aux couleurs du FCC, avec des t-shirts à l'effigie de Ramazani Shadari. Vous êtes venu au stade avec un t-shirt Henri Mova. Vous avez le temps pour m'écouter jusqu'au bout? Je vous écoute. Ok. Parce qu'il faut vous le dire. L'épisode du... Je suis d'abord... j'ai présidé le comité stratégique des FCC. D'ailleurs, j'ai été désigné en mon absence. J'étais à Lubumbashi, j'ai été désigné et tout ce qui en est advenu par la suite, avant que le camarade Néhémie Moulania ne coordonne maintenant, lorsque ça s'est étendu au-delà des membres du gouvernement. Donc, je suis un des organisateurs de ce travail-là. Nous prévoyons de nous habiller en uniforme, chemise et... non, on n'avait pas de t-shirt, on a dit les cadres mettaient des chemises. C'est le camarade Emmanuel Shadari qui dit non. Les candidats de Kinshasa, comme vous êtes des candidats ici, il faut aussi commencer à faire de la visibilité. C'est le moment de faire de la visibilité et vous allez constater qu'il y avait beaucoup plus de t-shirts à l'effigie, aux effigies de beaucoup de camarades, beaucoup de visuels. J'étais le seul à ne pas en avoir. Justement, pour revenir à la question de votre confrère, c'est ce jour-là que sort pour la première fois sur un t-shirt la mention MOVA 508. C'est ce jour-là. Juste MOVA 508. Ce t-shirt-là sort ce jour-là. Il y a un collègue à moi d'Allemagne qui me propose un t-shirt. Il me dit, ça ferait bien que tu fasses faire des choses là. Il m'envoie un modèle. Ce jour-là, je porte le modèle parce que nous sommes en train d'être servis en chemise la veille par le touchement du camarade Guy Mikoulou pour que nous soyons bien habillés. Sauf que ça ne se termine pas avant. Nous sommes obligés de nous rendre à Algarve, à côté de la RTNC, pour trouver des chemises. Si vous regardez bien, encore une fois, la méticulosité, le travail de professionnel de la presse, c'est aussi être méticuleux. Vous allez constater que tout le monde avait sa chemise déboutonnée. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il faisait très chaud. Non, parce que les chemises étaient de très petite taille. Non seulement qu'elles étaient de très petite taille, pour moi, il n'y en avait même pas. C'est un garde du corps du gouverneur Kimbuta qui va, je crois qu'il en enlève à quelqu'un parce qu'il descend, il remonte avec une chemise toute petite et quand je la mets, tout le monde se met à rire. Nous sommes là, nous tous, le camarade Shadari, Minakou, Makila, le Premier ministre, Tchibala, et tout, on est tous là, on commence à rire. Et c'est d'ailleurs lui qui me dit, non, tu peux rester comme ça, pourquoi tu... Et d'ailleurs, toi, de toute façon, tu fais le flic, tu dois d'ailleurs nous précéder. Je les précède en leur disant, vous restez ici, je regarde tout, je fais le couloir sécuritaire pour que parce que je suis chargé de sécurité et tout, pour voir avec vos gardes, souvent il y en a trop, hein, ça se bouscule, pour qu'on crée un corridor pour les cadres et vous allez jusqu'à... Sauf qu'entre-temps on les appelle, oui, les gens sont nombreux, ils commencent fatigués, laisser tomber et tout. Ils viennent avant que je ne leur ai donné le go. Et je rentre, parmi les derniers, d'aller dans le tout suivant, j'aide le ministre Eva Mwakassa ou bien d'autres qui n'avaient pas de place à monter. Je gère un peu le garde du corps, on se bouscule. Je suis en train de suer d'ailleurs. Et quand je monte sur je suis le dernier à monter. Enfin, vous étiez là. Vous avez vu que je suis monté le dernier. C'est le camarade Emmanuel Shadari qui dit « Ah non mais viens, je t'ai gardé la place ici à côté de moi. » C'est lui qui me donne cette place-là. Donc on vient de chez Algarve en sachant que tout le monde était habillé d'une certaine manière. Il y a même Makila qui n'avait rien du tout, lui, qui avait une grosse chemise à lui, sans effigie et tout. Parce que ça, c'est vous, mais il y avait aussi une grande mobilisation, à peu près 500 jeunes, on allait faire une bande dessinée de Tintin, si on voulait faire la suite de Tintin, c'est raté. Ça n'a aucune espèce d'importance. Les élections se tiendront avec la machine à voter. Henri Mova, reviens. Enfin. C'est long, je m'en tiens à ce que nous dit
la Commission électorale nationale indépendante. Élection le 23 décembre 2018 avec la machine à voter. Je reviens à l'épisode de cette réunion de Fleuve Congo Hotel qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Henri Mova qui félicitait plus ou moins la CENI, qui parlait d'une machine à voter. Heureusement que Nanga avait trouvé une machine à voter. On a beaucoup entendu parler de cette réunion. Est-ce que les propos ont été sortis de leur contexte? Non, là encore, méticulosité, chers amis, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de contre-vérités dans ce que vous dites. J'ai jamais parlé de machine à voter. Il n'a jamais été question de machine à voter. La voix qui parle de ça, qui parle de Nanga, c'est la voix du camarade Minakou, qui parle du seuil et de la nécessité d'une machine à voter parce que les bulletins de vote à 60 pages, c'était ingérable. C'est lui qui en parle, pas moi. Maintenant, votre question c'est ? Est-ce que les propos ont été sortis de leur contexte ? Non, il n'y avait même pas de contexte. Les suites ont été... les cassettes existent, ceux qui ont publié, qui les ont sortis. Moi, je parle du seuil de représentativité. Je pensais que vous allez revenir sur mes propos sur le Premier ministre Tchibala. Ça, on a réglé à la première émission. Donc, deuxième mi-temps. Eric Ambago, Top Congo FM. Henri Mova, le soir du 25 décembre, c'est 25 décembre. Oui, Noël. Oui. La CENI annonce résultat provisoire, c'est Emmanuel Ramazani Chadari, président. Oui. C'est Emmanuel Ramazani Chadari qui est élu président. Oui. Pourquoi ? Non, quelle est votre question ? Ma question, le 25 décembre... Sera-t-il élu ? Le 25 décembre... Oui. Si. Non, je veux pas... Non, disons si, nous sommes dans une compétition. Le 25 Pourquoi décembre, vous affirmez ? Le 25 décembre... Oui. Parce que vous, c'est votre champion, vous dites bien champion. Sûr, le 25 décembre, c'est la Noël, la CENI annonce résultat provisoire. Oui. C'est Emmanuel Ramazani Chadari qui est élu président. Attendez, je comprends beaucoup de choses, mais il faut m'expliquer longtemps. Là, je n'ai pas compris du tout. Est-ce que c'est Ramazani Chadari qui gagne les élections? La CENI va annoncer... Non. Nous sommes dans une compétition, nous prenons très au sérieux nos concurrents. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour que le peuple nous choisisse afin de continuer à œuvrer pour son bonheur. La probabilité de perdre est également envisagée. Pourquoi pas ? Celui qui n'a jamais pensé à une possibilité d'échouer ne peut pas faire de la stratégie. Nous ne faisons de la stratégie que parce que, même en proportionnalité, si la chose est la plus réduite possible, ça nous permet, ça nous oblige. La probabilité de mourir existe. C'est pourquoi nous nous organisons pour mieux vivre. La probabilité d'échouer existant dans toute compétition. On a beau être le Real de Madrid, on peut perdre 3-0 contre CSKA Moscou. Si cela est possible, donc tout est possible. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chances sont de notre côté parce que nous présentons le meilleur candidat, la meilleure expérience politique, la meilleure connaissance du Congo, le meilleur programme et le meilleur accompagnement. Et ça monte en puissance pour terminer en apothéose. Et nous pensons que les chances sont de notre côté pour l'emporter. Henri Mova Sakani, ministre de l'Intérieur, ministre des ITPR. Non. Ah, vous revenez. Là aussi, il faut faire attention. Oui, je me suis renseigné. Oui. Je vais vous expliquer. Je me suis renseigné. Très bien. Voilà, moins Avenue Marine. Oui. J'étais en train de passer par là par hasard. Vous n'avez pas salué l'œuvre. Attendez, la route était... en tout cas délabré, je vois les camions des Chinois en train de réparer les routes. Je pose la question, c'est les ITPR? Non, on me dit non, c'est Mova Sakani. Voilà. Clairement, on dit c'est Mova Sakani. Très bien. J'essaie de me renseigner auprès des proches des ITPR, ils ne sont pas informés que les Chinois étaient là. Oui. Alors, du coup, c'est vous qui êtes en train un peu de damer les pions à votre ministre des TPR. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous auriez dû appeler votre collègue pour venir réhabiliter cet endroit. Non, les prémices sont bonnes. Sauf c'est votre conclusion qui est trop rapide. Pour constater l'embellie sur une voie publique. Oui. Déjà, là-dessus, on est d'accord. Sauf que vous pensez que, même si c'est beau, mais le gars qui a fait ne devrait pas le faire. Vous êtes au gouvernement. Vous auriez dû appeler votre collègue pour faire le travail.
Si vous me trouvez, comme nous allons le faire tout à l'heure à Lalou, en train de faire les salongos, en train de déboucher les caniveaux, qui est-ce que j'appelle? Le gouverneur, le bourgmestre, le chef de quartier ou l'archevêque? Ça, c'est une route. Il faut route, les enrober, il faut la bitume, donc c'est plus d'argent. Donc ça, c'est pas vous. Dans la vie, si vous êtes pauvre comme moi, essayez au moins de vous doter de beaucoup d'intelligence. Avec l'intelligence, on peut s'en sortir. Ça signifie quoi? Si vous savez comment ça marche, qui peut faire quoi? Pourquoi il faut avoir des amis? Même si il faut être seulement, comme nous disons chez nous, Mulundawa Badinabi. C'est qu'il y a un nom, tu peux être leur ami, ça peut marcher. Est-ce que vous ne pouvez pas faire l'une ou l'autre chose? Et là encore, on a cité mon nom indûment. C'est encore une fois la Fondation. C'est elle qui a le meilleur réseau et j'en profite énormément, je l'avoue. Vivement la fin de la campagne pour que la Fondation s'occupe de façon neutre de tout le monde, de toutes les choses. À l'insu des ITPR, de votre collègue des ITPR. Non, ça n'a rien à voir avec les ITPR. Parce que les travaux étaient importants, c'est pour ça que vous êtes impressionnés. Si était un petit caniveau à boucher, ou un ruisseau à curer, vous n'en aurez pas parlé. Où avez-vous trouvé l'argent pour faire ça? Dites seulement que vous êtes en train de me féliciter d'avoir fait ça. Sauf que, comme vous n'êtes pas content, vous allez plus loin, vous dites, mais comment vous avez fait? Sauf que j'ai déboursé aucun franc. Parfois, dans la vie, ce que nous l'obtenons parce que nous avons l'information. Or, n'allez pas m'obliger à vendre la mèche. Ce n'est même pas moi, voilà. Maintenant, vous m'obligez à le dire, c'est pas moi. C'est la Fondation qui a ses contacts avec des médecins. On va leur parler. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Docteur Bert Zinga, par exemple. Docteur Josette Kikaya. C'est des amis de longue date, tiens. Ophtalmologue, présidente nationale des ophtalmologues congolais. Je voudrais faire quelque chose pour les élèves. Je constate que le problème des vues diminue l'intelligence des jeunes gens. Est-ce que oui, je peux parler à mes amis ophtalmologues. Donnez-nous seulement une telle ou telle possibilité. Nous allons donner ça, ça, ça et ça. Mon ami Kikaya dit, oui, moi je peux t'acheter autant de lunettes. Un autre dit, bon, je peux t'en acheter. C'est ça. Pour être élu par le peuple qui est plus massif, il faut déjà convaincre des proches. Et pour avoir plus d'avantages que votre collègue ministre de TPR, parce que là... Non, pourquoi vous ne parlez pas de santé? Non, parce que c'est lui qui doit faire le travail. Non. Il est à Lukunga comme vous, donc c'est déjà un challenge entre vous deux. Non, je voudrais vous intéresser à quelque chose d'encore plus noble, la santé. Pourquoi vous ne parlez pas du ministre Oli? Parce qu'avec lui-même, je vais parler. Nous sommes tous des anciens de Belgique. Je dis, mon cher ami, et si on fait ça? Oui. Il me donne même des explications. Voilà, ça se fait comme si, oui, ça je peux noter. Tout ce que vous me dites là, je note. Puis un jour, je vais en profiter. Donc, ne soyez pas si malheureux de voir une route s'améliorer. Vous êtes passé par là, dites-moi au moins merci, avant qu'on continue le débat. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci Rachel Kitsita, Actu 30. Merci à Thierry Kambundi, Top Congo FM. Et merci à Israël Moutala de 7 sur 7 d'avoir été avec nous aujourd'hui, 7 sur 7.cd. Merci à vous, monsieur le ministre. Quand est-ce qu'on parle du candidat 508 justement, la question, c'est on découvre énormément de problèmes en faisant la campagne. Fini. On découvre énormément de problèmes en faisant la campagne et pendant qu'on dirige, on les... Non? Qu'on en parle alors. Oui, c'est la question. C'était ça la question? C'est la question. Très bien. On découvre énormément de problèmes en faisant la campagne. Quand on dirige, on ne regarde pas les problèmes qu'on doit résoudre? C'est pas ça. Comprenez dans l'autre sens, renverser les éléments de l'équation. Je suis en train de dire, on découvre beaucoup de choses, on découvre déjà son milieu naturel. Je ne pouvais pas m'imaginer Kinshasa si grand, Kinshasa si dense, Kinshasa si enthousiaste à la chose politique, publique et tout. Dans plein de milieux, les églises, les associations, une certaine effervescence, on découvre effectivement des problèmes aussi. Parce que, on est attelé à faire ses recherches, professeur d'université, enseignant, mais aussi politique, on va plus vers la ville. Il y a des coins qu'on n'a pas nécessairement visités et dont on ne connaissait pas le problème. C'est aussi un challenge intellectuel. Est-ce que ces parties du territoire national peuvent se considérer comme lésées d'une gestion Non, je ne les dis pas. Donc vous avez la responsabilité, puisque vous les découvrez pendant la campagne. Non, pas les découvrir dans ce sens-là. Vous n'allez pas me dire que je découvre que le Congolais vit avec
de dollars par jour où je les découvre maintenant. Non, je le sais. L'état de pauvreté de notre population, je la connais. Je connais notre pauvreté. Moi-même, je suis de ces milieux-là. Moi, je ne suis pas un rentier, un héritier venu. Non. Moi, j'ai commencé dans la fonction publique. J'ai été de ces enseignants-là, assistant d'université avec un certain nombre de vos collègues qui touchions moins de $10. Mais vous avez réussi et depuis. nous avions cet argent tous les 6 mois. Mais vous avez réussi depuis. Vous avez peut-être déménagé de là où vous habitiez, de votre élément naturel, et aujourd'hui, vous n'êtes plus en phase. Pour des raisons politiques, effectivement, j'ai eu des responsabilités au gouvernement ou ailleurs, dans l'administration, mais aussi dans la diplomatie. Et vous n'êtes c'est plus vrai, en phase. mais ce n'est pas que j'ai changé de classe politique véritablement. Je parlais de classe sociale. Pour ceux de vos collègues qui me connaissent, dans mon milieu naturel, ils savent ce qui se passe. Je continue à jouer au foot avec mes amis d'enfance, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, sur le même terrain, que ce soit à Bobokoli ou ailleurs, Makala ou à Bumbu, ça a continué. Je ne fais pas du misérabilisme. Mon appel à ce que le bonheur soit, mais qu'il soit partagé et reste le même. L'ampleur de la tâche est telle qu'on n'a pas réussi à tout faire. Mais notre engagement est de faire mieux avec le renforcement des communautés, avec mon programme. Personne n'en a parlé. Et je vous ai dit que moi, j'avais mes 15 dimensions dans le 4 axes du camarade Chadari. Et donc, je pourrais le présenter peut-être mardi pour que vous sachiez à quoi je m'engage et sur quoi je voudrais être jugé à certains niveaux. Ça peut être dans les ateliers législatifs que je vais mettre en place pour préparer les lois qui concrétiseraient nos engagements. Mais aussi, si je suis appelé à d'autres responsabilités, faire en sorte que mon camp soit solide en transformant en des outils de gestion, en des politiques publiques, les engagements pris, les thématiques politisées pendant la campagne. Vous allez faire un nouveau think tank? Non, j'en ai déjà. J'ai plein de think tanks. Je gère déjà l'Académie africaine. C'est celle-là qui va d'ailleurs organiser la présentation de mon programme. J'ai une structure universitaire, le Centre d'intelligence stratégique. J'ai Afro-Sophia, où nous faisons la réflexion sur la pensée africaine. Tout est issu, par exemple, Ubuntu. Et nous célébrons chaque année, par exemple, au mois de février, Cheikh Anta Diop et tous ceux qui ont écrit sur... Nous devrions faire le mélange sur Samir Amin, qui est décédé récemment. Vous êtes très intellectuellement engagé. Société de Litanie des Loges, ça c'est la RDC, vous le disiez. Tout ce que vous avez dit d'Emmanuel Ramazani Jatari fait partie de... Non, au contraire. Participe de... Non, je suis assez lucide pour ne calibrer mes interventions dans ce domaine-là que dans le sens de maximiser ses chances de succès. Donc, je connais nos difficultés, je connais nos lacunes. J'ai pu faire plusieurs fois quand même le tour du monde. Je connais les lacunes, mais les potentialités aussi qu'il y a en RDC. Et je peux vous jurer que Ramazani, ça sera une plus-value, une valeur ajoutée à la gouvernance en RDC, comparativement à d'autres. On se connaît un peu dans la classe politique. On se connaît. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent apprendre ou des gens qui vont gérer un peu comme par défi et tout. Il faut beaucoup de cœur, il faut beaucoup d'engagement, il faut beaucoup de courage. Et Ramazani a la chance de réunir tout ça. Je crois que c'est l'homme en son temps. La période est vraiment propice à ce qu'il puisse diriger ce pays. Pour terminer, je voudrais parler de cette porte entrouverte dont vous parlez tout à l'heure avec Thierry Kamumbundi, qui signifie manque de perfection. À part le fait de ne pas avoir changé l'homme congolais, le président Joseph Kabila a-t-il d'autres remords, d'autres regrets? Je préfère parler des embellis dont il a été l'artisan. Non, sincèrement, je voudrais plutôt qu'on assiste sur son bilan. C'est vrai que c'est pas encore la fin, mais je parle de bilan, justement. Vous voulez parler que du positif, on l'a entendu tout à l'heure. C'est en partie double. Mais ses regrets, ses remords. Non, c'est en partie de double. l'homme, celui de l'homme. Non, l'homme a eu des réponses à son questionnement sur la RDC. Notamment, vous allez voir toute sa démarche consensuelle. Le président Kabila est plutôt du genre à élaborer
démocratie consociative. Même quand il a gagné, il a tendu la main. C'est d'ailleurs l'exposé qu'il a eu avec les membres du gouvernement. Beaucoup ne connaissaient pas ses penchants idéologiques pour leur faire la démonstration qu'il était nécessaire de se liguer. Son combat pour l'établissement d'un seuil de représentativité, pour réduire le nombre de partis politiques, son besoin de casser la chaîne de sissiparité où le pays allait à volo, où il y a trop de divisions dans la classe politique, où on ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Il a toujours voulu jouer sur les forces centripètes. Pour faire en sorte que l'on se réunisse le plus possible. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. C'est ça, c'est son sentiment. C'est ce qu'il Non, je le sais. Je travaille avec lui bien avant qu'il soit chef d'État. Ça date depuis 96 quand même, 96, 97. Donc, je connais ces remords du fait qu'il n'atteint pas ces niveaux d'une classe politique à hauteur des enjeux de la RDC. Je me souviens d'ailleurs d'une conversation, il parlait d'un premier ministre qui parlait des tribus, des provinces. Il a dit, celui-là, il n'est pas digne de diriger le Congo, c'est qu'il n'en connaît pas la complexité. Ce pays est tellement complexe que si vous voulez le diriger, vous devez impliquer tout le monde. Trouvez le mécanisme qui vous permette d'avoir tout le monde avec vous. Parce que nous sommes diversifiés, nous sommes très complexifiés et malheureusement, la rapacité de l'extérieur est telle qu'on jouera toujours sur ça pour diviser les Congolais, pour montrer leur incapacité à pouvoir s'autogérer. Je m'attendais à ce que vous nous dites, allez lui poser la question. Non, mais allez-y, ça, c'est pas interdit. Hein. Il s'est repris à parler, justement. Tiens, ça tombe bien. Vous serez peut-être... Nous n'avons pas la chance d'être de la presse internationale pour ce faire. Non. Vous avez fait plus d'interviews avec le président Kabila ici que les gens de l'international. C'est eux qui se plaignaient, d'ailleurs. Je crois que le silence fait aussi partie du mécanisme pour le chef de l'État de ne pas diviser la nation. La parole d'un chef d'État est lourde de conséquences. Moins il en dit, mieux c'est. Et vous ne savez pas combien de situations le président Kabila a sauvées en se taisant. Il a pris tout sur lui, sur sa famille, sur son épouse, sa maman, son papa, sur lui-même. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Je me souviens de la première réunion de 1+4. J'étais vice-ministre aux Affaires étrangères et le président a parlé pendant plus d'1 heure. La réaction de beaucoup de gens qui étaient dans la rébellion, dit « Ah, Masta. C'est lui, le président Kabila. » Il dit, mais pourquoi? Non, attends. On nous a toujours dit des choses. Pourquoi il parle? Je me souviens, souvenir. Je suis dans l'avion qui nous amène à Kisangani avec l'ancien ministre, il était Louis Michel, qui me dit, mais pourquoi le président ne parle pas? Tout ce qu'il dit là est formidable, mais les gens ne savent pas qu'il est comme ça. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un membre du gouvernement, celui-là je ne le cite pas, le président faisait beaucoup d'humour ce jour-là, il dit, mais pourquoi le président ne le fait pas à la télé? Pourquoi il ne s'expose pas? Mais je découvre, finalement, beaucoup de gens découvrent le président. Il a joué un peu à se faire très modeste, très humble, pour ne pas écorner des gens. Parce que tout ce qu'il disait pouvait être retourné dans un sens ou dans un autre. Et je crois que c'était la meilleure stratégie. Pour un pays qui sortait de la guerre, si on avait un président tonitruant, qui répondait à tout, qui saurait encore diviser davantage la nation. Merci à Mika Lusala et Didi Binsika pour la réalisation de la version télévision de cette émission Top Press. Le Top Press ici se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le Top Press la semaine prochaine avec la CENI en invité. La semaine prochaine, ce sera la fin de la campagne électorale. Donc, on parlera à la veille du vote de comment voter. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine diffusion de ce Top Press demain 19h30. L'actualité continue sur le www.topcongofm.net. Le Top Press avec Christian Loussakweno.